Mon frère m'a pointé du doigt, au tribunal. Elle a vécu au crochet de nos parents, toute sa vie. Puis, il m'a accusé de fraude successorale. Mon avocat a calmement déposé, sur le bureau du juge, une enveloppe scellée de l'empreinte du Pentagone. Après avoir lu la première page, un juré a pâli, puis s'est écrié en balbutiant « S'il vous plaît. » Que tout le monde se lève. Je m'appelle Sabrina King. J'ai 38 ans. Et, le matin où mon frère aîné m'a poursuivi en justice pour la fiducie de nos défunts parents, il m'a pointé du doigt à travers la salle d'audience de Chicago, comme s'il identifiait une criminelle. Elle a vécu au crochet de nos parents, toute sa vie, a-t-il lancé au juré. Puis, il m'a accusé d'avoir manipulé notre père, caché l'argent de la succession, et volé un avenir qui lui appartenait. Je ne l'ai pas interrompu. J'ai ignoré les journalistes qui l'avaient invité, et j'ai regardé mon avocat apporter, jusqu'au bureau du juge, une enveloppe scellée de couleur vert olive. Un sceau effacé du Pentagone barrait le rabat, et 3 signatures s'étendaient le long de la bande de sécurité. L'assurance de mon frère s'est évanouie, avant même qu'on ne l'ouvre. Le juge a lu la première page, s'est arrêté, et a tourné son regard vers le jury. L'un des jurés est devenu blême. Il s'est levé brusquement, et a bégayé « S'il vous plaît. » Que tout le monde se lève. Le juge lui a ordonné de se rasseoir, a fait évacuer la salle, et a convoqué les 2 équipes juridiques à la barre. Mon frère a murmuré à son avocat, ce dossier avait été détruit. Je l'ai entendu. Mon avocat aussi. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette affaire n'avait, en réalité, jamais concerné l'héritage. Il s'agissait de ce que nos parents avaient découvert avant de mourir, de ce que mon frère avait fait pour l'effacer, et de la raison pour laquelle il m'avait fait confiance pour terminer ce qu'ils avaient commencé. Avant de vous révéler ce qui était écrit sur cette première page, et ce qui s'est passé après que je suis enfin sorti de cette salle d'audience, dites-moi, quelle heure est-il? Chez vous? D'où regardez-vous cette vidéo? Et quel temps fait-il, là-bas? Est-ce que cela correspond à votre humeur du jour? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. 18 mois avant que cette enveloppe ne parvienne au juge. Je me tenais dans la cuisine de mes parents, un reçu de pharmacie dans une main. Et un avis de retard de paiement d'hypothèque, dans l'autre. Ma mère venait tout juste de terminer un autre cycle de traitement. Les mains de mon père commençaient à trembler, et mon frère n'était pas venu nous voir, depuis cette semaine. J'avais déjà payé l'agence d'aide à domicile, remplacé la chaudière en panne, et transféré assez d'argent pour empêcher la banque de lancer une procédure de saisie. Je ne considérais rien de tout cela comme un sacrifice. C'étaient mes parents. Ils nous avaient élevés, dans cette étroite maison en briques. Et, quand leurs forces ont décliné, j'ai fait ce que, selon moi, une famille était censée faire. Mon frère s'appelait Mark King, et il préférait qualifier son absence de « gestion à distance ». En pratique, cela consistait à envoyer des courriels autoritaires, à exiger des copies de chaque document, et à réapparaître, chaque fois qu'une signature ou une photo pouvait lui donner l'air impliqué. Mark avait toujours été doué pour occuper le centre d'une pièce, sans jamais en porter le moindre poids. Quand notre père lui a demandé de l'aider à organiser les factures médicales, Mark a répondu que son entreprise entrait dans une phase d'expansion critique. Quand notre mère a eu besoin de quelqu'un pour passer la nuit à ses côtés après une opération, il a simplement envoyé des fleurs, accompagné d'une carte signée « Ton fils dévoué ». Pour ma part, j'ai dormi sur une chaise près de son lit pendant 4 nuits, et je retournais au travail chaque matin, depuis la cafétéria de l'hôpital. À l'époque, j'étais consultante indépendante en conformité. Mes clients m'embauchaient pour repérer les anomalies dans leurs registres financiers, avant que les régulateurs ne les découvrent d'eux-mêmes. L'ironie aurait pu être amusante, si elle n'était pas devenue si cruelle. J'étais formé pour remarquer les dates modifiées, les relevés manquants, et les
Chiffres impossibles à concilier. Pourtant, j'ai continué à ignorer ces mêmes signaux d'alarme, au sein de ma propre famille, car je ne voulais pas que la méfiance soit la dernière chose que je partage avec mes parents. Mon père avait passé la majeure partie de sa carrière à auditer les systèmes d'approvisionnement pour le ministère de la Défense. Même après sa retraite, il traitait chaque reçu de la maison comme un document officiel. Rican, il conservait des classeurs étiquetés, des registrants doubles, et des notes manuscrites expliquant pourquoi chaque décision majeure avait été prise. Il avait également créé la fiducie de la famille King, qui détenait la maison, les comptes de placement, et une participation majoritaire dans une petite entreprise de sécurité industrielle, qu'il avait aidé à fonder. La valeur totale s'élevait à un peu moins de 5 millions de dollars, mais mes parents parlaient rarement de ce chiffre. Seules 3 instructions leur importaient. La maison ne pouvait pas être vendue, tant que l'un d'eux était en vie. Leurs soins médicaux passaient avant tout, et aucun des enfants ne devait s'enrichir au détriment de l'autre. Je pensais que ces consignes étaient claires. Mark, lui, les considérait comme des obstacles. Après le décès de ma mère, il est arrivé à la maison avant le lever du soleil, accompagné de 2 assistants, et a commencé à emballer les dossiers dans des cartons. Il affirmait protéger la succession. Je l'ai trouvé dans le bureau de mon père, en train de retirer le classeur de la fiducie d'un meuble verrouillé. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a souri, sans croiser mon regard. Papa perd la tête, Sabrina. Quelqu'un doit se comporter en adulte. Notre père était en deuil, fragile physiquement, et parfois lent à trouver ses mots. Mais il ne perdait pas la tête. La semaine précédente, il avait corrigé de mémoire une erreur à 6 chiffres dans l'une des propositions commerciales de Mark. Quand je le lui ai fait remarquer, Mark s'est penché si près de moi que j'ai pu sentir l'odeur de café dans son haleine. Tu n'as pas de mari, pas d'enfant, et pas de véritable entreprise. Ne transforme pas l'aide aux parents en plan de carrière. J'aurais dû reconnaître cette phrase pour ce qu'elle était. Ce n'était pas une insulte, mais une répétition générale. Des mois plus tard, après la mort de notre père, Mark a utilisé presque exactement les mêmes mots dans la requête qu'il a déposée contre moi. Il prétendait que j'avais isolé nos parents, manipulé le dernier amendement de la fiducie, remboursé des frais d'aide à domicile fictifs, et dissimulé plus de 600 000 dollars. Il demandait au tribunal de me destituer de mon rôle de fiduciaire successeur, de geler tous les comptes de la fiducie, de lui en transférer le contrôle, et de lui accorder des dommages-intérêts punitifs. En l'espace de 48 heures, il a envoyé la plainte à mes plus gros clients. 2 d'entre eux ont suspendu leur contrat. Un autre a résilié le mien. Les comptes de la fiducie ont été gelés. Les factures de soins à domicile, que j'avais payées de ma poche, ne pouvaient plus m'être remboursées, et un journaliste économique local a publié un article, affichant en gros titre l'expression « allégation de fraude successorale ». Mark ne voulait pas seulement la fiducie. Il voulait que cette accusation devienne mon identité, avant même que je ne puisse m'en défendre. La première personne que j'ai appelée était un avocat, recommandé par un ancien client. Je n'ai pas prononcé son nom la première fois que je lui ai raconté l'histoire. J'ai simplement dit que mon avocat m'avait écouté pendant près d'une heure, sans m'interrompre. Il s'appelait Elias Grant. Quand j'ai eu fini, il m'a posé une seule question, est-ce que votre père a déjà cru que des documents pouvaient être détruits? Je me suis souvenu des registres en double, de la mallette en métal verrouillée, et de la façon dont papa disait toujours que la vérité ne devait jamais dépendre d'une seule copie. Non, ai-je répondu. Elias a refermé la requête, et a tapoté du doigt la signature de Mark. Bien. Alors votre frère a fait l'erreur de croire qu'il était le seul à s'être préparé à la guerre. Elias a commencé par me demander d'oublier tout ce que Mark avait dit sur l'amour, la loyauté, et l'équité.
Nous ne allons pas prouver que vous êtes le meilleur enfant, m'a-t-il dit, nous allons prouver ce qui s'est réellement passé. Pendant 6 semaines, nous avons reconstitué les 3 dernières années de la vie de mes parents, transaction par transaction. Je lui ai fourni des relevés bancaires montrant que j'avais transféré 216 000 $ de mes propres comptes pour financer leurs soins médicaux, leurs hypothèques, leurs impôts et les réparations de la maison. J'ai retrouvé des notes d'agenda documentant les rendez-vous à l'hôpital, des factures signées par des infirmières et des courriels professionnels envoyés à 3 heures du matin, depuis le chevet de ma mère. Ce que nous ne parvenions pas à trouver, de surcroît, était tout aussi important. Plusieurs mois de relevés avaient disparu du portail de la fiducie. L'identifiant de l'administrateur avait été modifié 2 jours seulement après les funérailles de ma mère. Une ligne de crédit de 380 000 $ avait été ouverte sur la maison, à mon insu, alors même que la fiducie interdisait toute nouvelle dette, sans l'accord écrit préalable des 2 parents. L'autorisation portait la signature de mon père. Je l'ai fixée, jusqu'à ce que la forme du mensonge devienne évidente. La première lettre de son nom penchait vers l'arrière. Celle de mon père, elle, ne penchait jamais ainsi. Elias l'a envoyé à un expert en documents médico-légaux, et m'a conseillé de ne pas affronter Marc. Cette retenue est devenue encore plus difficile à tenir, lorsque l'affaire est entrée dans la phase de communication des pièces. Marc a produit des photographies de moi entrant dans la maison, des reçus d'épicerie payés avec la carte de mes parents, et un tableau Excel intitulé « Avantages personnels de Sabrina ». Il y listait la nourriture, l'essence, les factures d'électricité, et les remboursements de garde à domicile, comme si chaque repas que je cuisinais pour nos parents avait été un luxe que je m'offrais. Il avait même inclus le coût d'un ticket de parking d'hôpital. Le total de son tableau s'élevait à 612 000 $, soit presque exactement la somme qu'il m'accusait d'avoir volé. Mais, quand Elias a examiné le fichier source, il a découvert des colonnes masquées. Marc avait additionné le capital de l'hypothèque, les frais de traitement de ma mère, et les réparations de la maison, puis, il les avait renommés, en les faisant passer pour des paiements effectués à mon profit. Il avait transformé l'argent que j'avais dépensé pour sauver la maison de nos parents en une preuve que je les avais exploités. C'était cette version de moi qu'il présentait au tribunal, une fille célibataire, sans réussite professionnelle, qui s'était accrochée à ses parents vieillissants parce qu'elle était incapable de subvenir à ses propres besoins. Le premier jour des témoignages, son avocat a projeté une photo de mon ancien appartement. Il était presque vide, à l'exception d'un bureau, d'une chaise pliante, et de 2 cartons de déménagement. Marc a affirmé au jury que cela prouvait que je n'avais pas de vie stable à moi. Je me souvenais de la nuit où cette photo avait été prise. J'avais déménagé la plupart de mes meubles chez mes parents, car mon père ne pouvait plus, désormais, monter les escaliers seul. La chaise pliante était l'endroit d'où je passais mes appels professionnels. Entre 2 alarmes de prise de médicaments. Marc le savait parfaitement. C'était lui qui avait pris la photo, tout en m'aidant à porter une lampe. Elle s'est construit un personnage de dévouement, a-t-il témoigné, mais le dévouement était son modèle économique. Ces mots m'ont blessé plus profondément que je ne l'aurais cru, non pas parce que j'y croyais, mais parce que j'y reconnaissais notre enfance. Chaque fois que Marc réussissait, nos parents célébraient son talent. Chaque fois que j'endurais une épreuve, tout le monde louait ma patience. On lui permettait de devenir impressionnant. De mon côté, on s'attendait simplement à ce que je sois utile. Un flash du projecteur m'a ramené à la réalité, alors que son avocat affichait le dernier amendement de la fiducie. Marc prétendait que notre père l'avait signé alors qu'il souffrait de troubles cognitifs, et que j'avais moi-même arrangé la présence des témoins. Cet amendement me nommait fiduciaire successeur, exigeait un audit indépendant avant toute distribution, et
suspendait les droits d'un bénéficiaire si une fraude, une coercition, ou un vol à l'encontre de la fiducie était prouvé. Il ne m'attribuait pas plus d'argent. Il me confiait simplement plus de responsabilité, et plaçait l'accès de Marc sous surveillance. C'était pour cela qu'il avait besoin de le détruire. Pendant le contre-interrogatoire, Elias s'est approché de lui, muni d'un simple registre d'hôpital. Vous avez témoigné avoir rendu visite à votre père tous les jours, durant le mois où cet amendement a été signé. C'est exact? Marc a répondu oui. Elias a alors projeté des relevés de voyage, montrant que Marc avait passé 19 de ses 30 jours dans un complexe hôtelier, dans le Nevada. Marc a affirmé qu'il avait géré les soins par téléphone. Elias a ensuite produit les relevés téléphoniques, qui ne montraient que 2 appels passés à notre père, pour un total de 11 minutes seulement. Marc s'est agité sur sa chaise. Ma sœur contrôlait les accès. Alors pourquoi, a demandé Elias, lui. Avez-vous envoyé un email pour lui demander dans quelle chambre se trouvait votre père? Le silence qui a suivi semblait bien différent de celui du début du procès. Ce n'était plus le jury qui attendait de me juger. C'était toute la salle qui commençait à le cerner. Marc s'est repris assez vite pour attaquer de nouveau. Il a affirmé que la carrière fédérale de notre père l'avait rendu paranoïaque, que l'exigence d'un audit prouvait le déclin de ses facultés mentales, et que j'avais encouragé ses peurs. Il m'a souri, comme s'il avait enfin trouvé l'arme qu'il cherchait. Papa faisait plus confiance au système qu'aux gens, a-t-il dit, et Sabrina a profité de cette faiblesse. Elias est revenu vers notre table, et a posé une main sur l'enveloppe scellée. Posée à côté de ses notes, non, a-t-il dit à voix basse, juste assez fort. Pour que je l'entende, votre père faisait confiance au système parce qu'il comprenait les gens. L'enveloppe ne figurait pas sur notre liste publique de pièces à conviction, car elle faisait l'objet d'une ordonnance de protection, le temps que le tribunal détermine si des informations fédérales, contenues à l'intérieur, devaient rester confidentielles. Mon père l'avait remise à un notaire militaire à la retraite, 9 mois avant sa mort. Le notaire l'avait placée sous enveloppe de sécurité inviolable, avait signé en travers du sceau devant 2 témoins, et l'avait transférée dans un centre d'archives sécurisé, mentionné dans l'acte de fiducie. Elias en a appris l'existence grâce à une phrase, dissimulée dans les métadonnées du dernier fichier de comptabilité de mon père, enveloppe d'intégrité à n'ouvrir qu'en cas d'allégation officielle d'incapacité, de coercition, ou de fraude de la part d'un bénéficiaire. Le procès intenté par Marc venait d'activer ces 3 conditions à la fois. Avant le procès, le ministère de la Défense avait confirmé que le dossier ne contenait aucun document actuellement classifié. Cependant, il avait demandé au juge d'en examiner la première section, en privé, car elle authentifiait l'ancienne fonction de mon père, et faisait référence à une ancienne enquête de l'inspecteur général. C'était pour cela que l'enveloppe avait un caractère si officiel. Ce n'était pas un ordre secret du gouvernement, et cela ne donnait aucun pouvoir à mon père sur le tribunal. C'était simplement le dernier maillon d'une chaîne de contrôle, conçue par un homme qui avait passé sa vie à s'attendre à ce que des personnes malhonnêtes s'en prennent aux documents officiels. Quand Elias l'a déposé sur le bureau du juge, ce dernier a tranché le sceau, et a déplié la première page. Le juré qui s'était levé avait servi comme officier logistique dans l'armée. Il avait immédiatement reconnu le titre complet de mon père, sous l'entête du Pentagone, Charles King, ancien directeur adjoint de l'intégrité des marchés publics. Des années plus tôt, papa avait dirigé un audit qui avait exposé des blindages de véhicules défectueux, avant qu'ils ne soient déployés dans plusieurs unités, dont l'une était rattachée au commandement de ce même juré. Le juré a expliqué plus tard qu'il n'avait jamais rencontré mon père, et qu'il n'avait pas reconnu mon nom de famille, lors de la sélection. Le fait de voir ce titre l'avait profondément surpris, et son geste, qui consistait à se lever, avait été une marque de respect instinctive.
Le juge a immédiatement fait sortir. Le jury l'a interrogé sous serment, puis l'a récusé afin de préserver l'impartialité du procès. Un juré suppléant a alors pris sa place. L'avocat de Marc a réclamé l'annulation du procès, mais le juge a refusé, après s'être assuré qu'un autre juré n'avait vu la page clairement, ni entendu autre chose que le titre. Le moment fut dramatique, mais l'essentiel s'est produit. Après la fermeture des portes de la salle d'audience. La première section contenait 3 évaluations cognitives indépendantes, réalisées précisément durant le mois même où Marc prétendait que notre père avait perdu ses facultés. Chaque évaluation le déclarait alerte, orienté dans le temps et l'espace, et parfaitement apte à comprendre des décisions financières complexes. L'une d'elles avait été exigée, avant que mon père ne puisse finaliser une mission de conseil pour un sous-traitant fédéral. Il avait obtenu, au test de raisonnement, un score supérieur à celui de la plupart des professionnels actifs de son âge. La deuxième section contenait une déposition vidéo, enregistrée sous serment, en présence de 2 avocats, dont aucun ne me représentait. À l'écran, mon père paraissait plus mince que dans mes souvenirs, mais sa voix restait précise. Il a énuméré chaque actif de la fiducie, a expliqué le but de l'amendement, et a décrit la ligne de crédit ouverte sur la maison. Je n'ai jamais autorisé cette dette, disait-il. La signature est une imitation. Je pense que mon fils l'a falsifiée, ou a fait en sorte qu'elle le soit. Mon souffle s'est coupé au mot « fil ». Je savais que papa avait des soupçons, mais j'ignorais qu'il était parvenu à cette conclusion. La vidéo s'est poursuivie. Il décrivait comment Marc l'avait poussé à vendre la maison, affirmant que les soins de ma mère coûtaient trop cher, et réclamant un accès anticipé aux parts de l'entreprise. Puis, mon père s'est tourné vers la caméra. Ma fille a payé des dépenses qui auraient dû être prises en charge par cette fiducie. Elle a refusé d'être remboursée, par peur que ce remboursement ne soit utilisé contre elle. J'ai donc ordonné à mon comptable d'enregistrer chaque contribution comme une dette envers elle, et non comme un cadeau de sa part, ni comme un revenu pour elle. Elias a mis la vidéo sur pause, et a présenté le registre certifié includant le dossier. Il correspondait rican à mes virements, au centime près. Les 612 000 $, que Marc qualifiait d'avantages personnels, étaient en réalité des factures médicales, des remboursements de prêts garantis, des taxes foncières, et des réparations d'urgence. Mon père avait annoté chaque ligne de sa propre main. À côté du ticket de parking de l'hôpital, il avait écrit « Sabrina a encore passé la nuit ici. Elle a refusé de laisser sa mère se réveiller seule. » J'ai baissé les yeux, car cette simple phrase a failli briser le masque de contrôle que j'avais gardé tout au long des accusations. Marc n'a pas jeté un regard vers moi. Son avocat s'est opposé à l'utilisation de ces notes manuscrites, les qualifiant de témoignages par ouï-dire. Le juge a limité la manière de s'en servir, mais les documents financiers, eux, étaient officiellement authentifiés. Elias a ensuite dévoilé la première grande surprise de l'enveloppe. Mon père ne s'était pas contenté de documenter mon aide. Il avait ordonné, en plus, un audit financier indépendant sur la fiducie, sur l'entreprise, et sur la ligne de crédit hypothécaire. Cet audit mettait en évidence des transferts acheminés vers une société de conseil, enregistrée au nom de l'associé de Marc. Le montant total était de 447 000 $. Ainsi, Marc m'accusait d'avoir volé 600 000 $, tout en dissimulant près d'un demi-million qu'il avait lui-même détourné. Le juge l'a regardé droit dans les yeux, et l'a prévenu que tout témoignage qu'il ferait, à partir de ce moment-là, pourrait faire l'objet d'une enquête pour parjure. Pour la première fois de sa vie, mon frère n'a pas répondu immédiatement. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucune phrase assurée non est sortie. L'enveloppe scellée n'avait pas encore tout prouvé. Mais elle avait fait quelque chose de bien plus dangereux pour lui. Elle venait de rendre mesurable chacun des mots qu'il avait déjà prononcés.
L'audit financier a donné à Elias le droit de suivre la piste de compte bancaire dont Marc, pendant des mois, avait juré l'inexistence. Le lendemain matin, un expert désigné par le tribunal a témoigné que les fonds provenant de l'hypothèque avaient transité par 3 entités différentes, avant de parvenir à une société contrôlée par Marc. Une partie de cet argent avait servi à régler ses dettes commerciales, une autre avait financé le dépôt de garantie pour un appartement, et 30 000 $ avait été versé à un cabinet de relations publiques, 2 semaines avant qu'il ne dépose sa plainte contre moi. Ce cabinet avait préparé des éléments de langage visant à me faire passer pour une personne dépendante financièrement, socialement isolée, et idéalement placée pour exploiter ses parents vulnérables. Marc ne doute pas répéter des rumeurs cruelles sous le coup de la colère. Il les avait achetées, pour en faire une stratégie. Elias a affiché la facture, puis a demandé à Marc s'il avait envoyé la requête de la fiducie à mes clients. Marc a prétendu qu'il s'était contenté de répondre à des questions, après que la plainte fut rendue publique. Elias a alors produit un email que Marc avait envoyé, avant même que le greffier n'enregistre l'affaire. L'objet du message disait « Information sur Sabrina King avant l'action pour fraude de lundi ». En pièce jointe, se trouvait la requête non signée, ainsi que les éléments de langage de l'agence de relations publiques. L'un des destinataires était le journaliste qui a publié l'article par la suite, et un autre était un client dont le contrat représentait, à lui seul, près d'un tiers de mes revenus annuels. Vous avez diffusé des allégations avant même qu'elles ne soient déposées au greffe. C'est exact ? A demandé Elias. Marc fixait l'écran. Mon avocat s'est chargé des communications. Son avocat s'est levé si rapidement que ça. Chaise a heurté la rambarde, secret professionnel. Le juge a ordonné à Marc de répondre uniquement sur ce qu'il savait personnellement. Il a admis avoir approuvé l'email, tout en insistant sur le fait qu'il croyait chaque allégation sincère. C'est à ce moment-là qu'Elias a ouvert l'archive des emails récupérés auprès de l'ancien conseiller financier de notre famille. Dans les semaines qui avaient suivi le décès de ma mère, ce dernier avait cessé de répondre à mes appels. Assigné à comparaître, il a avoué que Marc lui avait promis un poste de gestionnaire de la fiducie, si j'étais écarté. Les emails échangés entre eux étaient directs. Dans l'un d'eux, Marc écrivait « Une fois qu'elle sera cataloguée comme dépendante, chaque paiement ressemblera à un vol ». Dans un autre, il ordonnait au conseiller de supprimer les notes de mon père du grand livre en ligne, et de remplacer la formule « montant dû à Sabrina » par « avantage versé à Sabrina ». Le conseiller avait répondu « Cela dépasse les bornes ». Marc avait rétorqué « C'est le vainqueur qui décide où se trouvaient les bornes ». Le jury a vu les dates, les en-têtes de serveurs, et les journaux de sauvegarde qui prouvaient que ces messages n'avaient pas été inventés. Marc a tout de même essayé de se défendre. Il a affirmé que quelqu'un avait accédé à son compte. L'expert a démontré que chaque courriel avait été envoyé depuis le réseau de son bureau, à l'aide d'un appareil enregistré à son nom, et validé par une connexion biométrique. Il a ensuite prétendu que le conseiller avait mal interprété ce qui n'était que du sarcasme. Elias a lu le message suivant. Vends la maison dès que papa sera parti. Tiens Sabrina occupée à se défendre. Le temps qu'elle blanchisse son nom, la propriété appartiendra déjà au groupe immobilier. Il n'y a eu aucun rire dans la salle d'audience, aucun étouffement, pas même un murmure. La cruauté était bien trop méthodique pour susciter le spectacle. Je me suis souvenu de Marc aux funérailles de notre père. Il avait posé sa main sur mon épaule, tout en expliquant à la famille que nous honorerions ensemble les dernières volontés de papa. Cet après-midi-là, selon l'horodatage de l'email, il avait envoyé à un promoteur des photos de la maison, en demandant à quelle vitesse on pouvait expulser un occupant après un litige concernant la fiducie. Cet occupant, c'était moi. Il planifiait mon expulsion, tout en
recevant les condoléances à mes côtés. Elias a ensuite produit un document qui donnait à cette machination une ampleur dépassant le simple cadre de l'héritage. Pour obtenir la ligne de crédit, Marc avait soumis une copie de la carte d'identité fédérale de retraité de mon père, ainsi qu'une lettre qui affirmait, faussement, que cet emprunt était destiné à financer un projet de conseil déjà validé. Le système automatisé du prêteur avait traité la demande comme si elle était liée à un contrat fédéral, accordant ainsi un examen accéléré du dossier. Mon père avait découvert cet usage abusif lorsqu'un avis de vérification était parvenu à son ancien bureau du Pentagone. Heureusement, il avait signalé l'incident au bureau de l'inspecteur général du ministère de la Défense, lequel avait conservé la demande et en avait inséré une copie certifiée dans l'enveloppe d'intégrité. C'était précisément cette page que Marc croyait détruite. C'était aussi la raison pour laquelle son murmure, devant le bureau du juge, prenait toute son importance. Elias lui a demandé comment il savait que ce fichier avait existé. Le visage de Marc s'est crispé, papa me l'a dit. La déposition enregistrée de votre père indique pourtant qu'il ne vous a pas confronté, car les enquêteurs lui avaient conseillé de n'en rien faire. Alors c'est Sabrina qui me l'a dit. Ma cliente n'avait pas connaissance de ce rapport avant l'ouverture de cette enveloppe, a répliqué Elias. Marc a jeté un regard vers son avocat, mais celui-ci gardait les yeux baissés. Elias a attendu. La réponse est sortie d'une voix plus faible que tout ce que j'avais jamais entendu de la part de mon frère. J'ai trouvé un avis. Où ça? Dans le bureau de papa. Ce même bureau où vous affirmiez, sous serment, n'être jamais entré sans permission? Marc n'a pas répondu. Le juge lui a ordonné de s'expliquer. Il a finalement admis que, après les funérailles de notre mère, il avait fouillé l'armoire verrouillée, et en avait retiré plusieurs fichiers. Il prétendait n'avoir détruit que des doublons, par crainte que le deuil ne rende notre père irrationnel. Elias a brandi le classeur de la fiducie récupéré chez Marc lors de la communication des pièces. Un bord découpé, à l'intérieur de la couverture arrière, correspondait exactement à l'avis manquant. Mon frère ne s'était pas retrouvé dans ce procès par accident. Il avait passé plus d'1 an à effacer des preuves, à modifier des registres, à acheter une version publique de l'histoire, et à utiliser le tribunal comme l'étape finale de son vol. Le juge a ordonné au greffier de transmettre les pièces à conviction pertinentes au procureur de l'État, ainsi qu'à l'inspecteur général fédéral. L'avocat de Marc a demandé une suspension de séance. Avant de sortir, Marc s'est tourné vers moi, et a articulé en silence, « C'est ta faute ». J'ai croisé son regard, et j'ai secoué la tête. J'avais passé des années à le protéger des conséquences de ses propres actes. Tout ce que j'avais fait cette fois-ci, c'était d'arrêter. Quand Elias m'a annoncé que je pouvais témoigner, je m'attendais à ressentir un soulagement. Au lieu de cela, j'ai senti remonter mon vieux réflexe, qui consistait à tout minimiser. Je voulais dire que l'argent n'avait pas d'importance, que ces insultes ne m'avaient pas blessé, et que j'avais simplement aidé nos parents comme n'importe qui l'aurait fait. Mais cela aurait été un autre mensonge, construit pour préserver le confort de Marc. J'ai prêté serment, puis j'ai regardé les jurés. J'ai expliqué que je m'étais installé dans la maison après le diagnostic de ma mère, que j'avais réduit mes heures de conseil, et que j'avais puisé dans mes économies, lorsque des retards d'assurance menaçaient ses soins. J'ai décrit la nuit où mon père avait découvert la ligne de crédit falsifiée. Il était assis à la table de la cuisine, une loupe à la main, en train d'examiner la signature. Je vous ai appris à tous les deux qu'un nom est une promesse, m'avait-il dit. Je n'ai jamais appris à ton frère ce qui se passe quand on la brise. Je l'avais poussé à affronter Marc. Mon père avait refusé. Il disait qu'accuser sans preuve ne ferait qu'apprendre à une personne malhonnête là où ses traces étaient mal dissimulées. Je pensais qu'il faisait preuve de froideur.
Je comprenais maintenant qu'il avait, en réalité, déjà commencé à constituer ce dossier. L'avocat de Marc a tenté de faire passer mes soins pour une forme de contrôle. Il m'a demandé pourquoi j'assistais aux rendez-vous médicaux, pourquoi je conservais les mots de passe, et pourquoi je vivais dans la maison. Parce que ma mère ne pouvait pas se lever seule, et que mon père ne pouvait plus conduire. Sans danger, ai-je répondu, et parce que la personne qui s'en prend à mes intentions était, presque toujours, ailleurs. Et Asked Weder y expected to inherit the house. Non, j'espérais que mes parents vivraient assez longtemps pour en profiter. Et Asked Weder y attend my brother. J'ai regardé Marc, avant de répondre. J'ai haï ce qu'il a fait. Pendant des années, j'ai confondu cela avec le devoir de le protéger. Elias a alors demandé au juge d'admettre la dernière partie de l'enveloppe. Celle-ci contenait une déclaration commune, signée par mes deux parents avant la dernière hospitalisation de ma mère, établie en présence d'un conseiller juridique indépendant, et enregistrée en vidéo. Ma mère a pris la parole en premier. Sa voix était faible, mais son ton restait résolument ferme. Elle ricane expliquait qu'ils avaient vu Marc transformer chaque geste d'aide en compétition, et chaque élément du patrimoine en preuve de son importance personnelle. Elle a ajouté, nous avons échoué avec nos deux enfants, de différentes manières. Nous avons félicité l'un pour sa visibilité, et l'autre pour sa discrétion. Mon père a ensuite expliqué la clause d'intégrité de la fiducie. Elle ne punissait pas un bénéficiaire qui soulevait des inquiétudes légitimes de bonne foi. Elle ne s'appliquait que si un tribunal établissait que le bénéficiaire avait falsifié des documents, détourné des fonds, formulé délibérément de fausses allégations pour prendre le contrôle, ou détruit des archives de la fiducie. Si ces actes étaient prouvés, ce bénéficiaire perdait alors ses droits de gestion, ainsi que toutes les distributions discrétionnaires. La part confisquée devait d'abord servir à restituer les fonds volés, à indemniser le bénéficiaire lésé, et à régler les frais d'avocat. Ce qui restait servirait à financer un programme d'aide, à but non lucratif, pour les aidants familiaux et les familles de vétérans luttant contre des dettes de santé. Marc avait passé tout le procès à affirmer que cette clause était une invention de ma part. Sur l'enregistrement, nos parents la décrivaient, ligne par ligne. Puis, mon père a brandi un exemplaire scellé de la clause et a déclaré, Marc. Si tu regardes ceci, c'est que nous t'avons donné toutes les chances de t'arrêter, avant que la vérité ne devienne publique. Marc a baissé la tête. Les dernières paroles de ma mère m'étaient directement adressées. Sabrina, ne confonds pas le pardon avec le maintien de l'accès à ta vie. Tu peux libérer ta colère, sans pour autant rouvrir la porte. J'ai serré les lèvres, mais les larmes sont venues malgré tout, non pas parce que ce témoignage m'offrait la victoire, mais parce que ma mère avait décelé ce schéma destructeur, que j'avais passé ma vie à faire semblant de ne pas voir. Elias m'a posé une dernière question, pourquoi vous êtes-vous battu dans cette affaire? J'aurais pu parler de la fiducie, de la maison, ou de ma réputation. Parce qu'il utilisait mon silence comme une preuve qu'il avait raison, ai-je répondu. J'avais besoin que le dossier officiel montre que le soin n'est pas de la dépendance, que la retenue n'est pas de la faiblesse, et que faire partie d'une même famille ne donne à personne le droit de vous détruire. En regagnant ma place, je me suis demandé combien de fois j'avais qualifié la soumission de paix, uniquement parce que le conflit m'effrayait. Cette question me faisait plus de mal que les accusations de Marc, mais elle m'en libérait également. L'enveloppe scellée venait de livrer sa dernière page. Plus. Rien ne restait caché, hormis le prix que le tribunal allait lui faire payer. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Durant ce laps de temps, Marc a tenté de me parler, dans le couloir du tribunal. Son avocat s'était éloigné pour passer un appel et, pendant un court instant, nous nous sommes retrouvés seuls sous les néons blafards. Il ne s'est pas excusé. Il a affirmé que la
famille pouvait encore limiter les dégâts, si j'acceptais un accord à l'amiable. Avant que le verdict ne tombe. Il proposait de retirer sa plainte, de me laisser habiter la maison pendant 5 ans, et d'arrêter de contacter mes clients. En échange, je devais demander au tribunal de sceller les pièces à conviction, et déclarer aux enquêteurs que notre père avait mal compris la demande de prêt. Même après chaque email, chaque document falsifié, et la déclaration finale de nos parents, Marc croyait encore que les conséquences de ces actes restaient une négociation qu'il pouvait contrôler. Tu as essayé de me jeter à la rue, de me rendre inemployable, et de me faire passer pour coupable aux yeux de tout, lui ai-je dit. Et maintenant, tu réclames la confidentialité, parce que la vérité porte ton nom. Il m'a traité de vengeresse. Je lui ai répondu que j'avais fini de traduire sa peur en culpabilité de mon côté. Puis, je suis retourné dans la salle d'audience, sans accepter son offre. Le jury a déclaré Marc coupable de fraude, de détournement, d'atteinte intentionnelle à mes contrats, et de diffamation. Il a estimé que son comportement avait été délibéré, et motivé par la malveillance. Le juge a statué séparément sur la fiducie. Il l'a destitué de tout rôle fiduciaire, a fait appliquer la clause d'intégrité, et a ordonné un audit complet de tous les actifs liés à lui et à ses entreprises. Marc s'est vu contraint de rembourser 447 000 $ plus les intérêts, de me restituer mes contributions justifiées, de prendre en charge mes frais de justice, et d'abandonner ses droits sur la fiducie, en attendant la répartition finale voulue par nos parents. Le jury m'a accordé des dommages-intérêts compensatoires pour compenser la perte de revenus et l'atteinte à ma réputation. Puis a ajouté des dommages-intérêts punitifs si élevés que l'avocat de Marc a demandé une réduction du montant. Le juge a précisé que des requêtes post-procès pouvaient être déposées, mais que les éléments de preuve justifiaient pleinement une sanction exemplaire. À la clôture de l'audience, Marc faisait face à un jugement de plus d'1 million de $, à la perte de sa part d'héritage, et à l'ouverture de 2 enquêtes parallèles, de l'État et du gouvernement fédéral, pour falsification de signatures, fraude financière, destruction de preuves et usurpation d'identifiants officiels. Le conseiller financier a abandonné sa licence professionnelle, lors de l'enquête réglementaire, et a accepté par la suite de coopérer. Le groupe de promotion immobilière s'est retiré du projet d'achat de la maison. Le journaliste qui avait relayé les accusations de Marc a publié un correctif intégrant un lien vers le verdict. Mon ancien client m'a envoyé des excuses soigneusement formulées, me demandant si j'envisagerais de retravailler avec eux. J'ai décliné leur proposition. Certaines portes s'étaient fermées parce que Marc m'avait poussé dehors, mais je n'avais plus aucune envie de retourner dans des espaces qui avaient accepté sa version de moi si facilement. Les associés de Marc l'ont démis de ses fonctions de direction, en moins d'1 semaine. Plusieurs membres de la famille m'ont qualifié de cruel, pour avoir permis que cette affaire devienne publique. Aucun d'eux ne m'avait pourtant appelé quand mes comptes étaient gelés, ou que mon nom s'étalait à côté du mot « fraude ». J'ai cessé de chercher à me justifier auprès de personnes qui préféraient me voir souffrir en silence, pour consentir à me trouver gentille. Des mois plus tard, le tribunal a approuvé l'état de compte final de la fiducie. Une fois les dettes, les remboursements, et les obligations légales réglées, la part confisquée à Marc a servi à financer l'initiative de soutien aux aidants RUT. Charles King. Cette initiative offrait des subventions d'urgence aux adultes s'occupant d'eux, parents malades, ainsi qu'aux familles de vétérans confrontés à des dettes médicales. J'ai gardé la maison, non pas comme un trophée, mais parce que nos parents m'avaient expressément laissé le choix d'y vivre, ou de l'intégrer au programme d'aide. J'ai réaménagé le bureau de mon père en un service d'aide administrative gratuit. Là, les aidants pouvaient classer leurs demandes d'assurance, rédiger des procurations, et mettre à jour leurs comptes familiaux, avant qu'une crise ne vienne les déstabiliser.
La première fois que j'ai déverrouillé cette porte, j'ai découvert un petit mot, collé sous le tiroir du bas. C'était l'écriture de mon père. Des dossiers en règle ne peuvent pas garantir la justice, mais ils lui donnent un endroit où se tenir debout. Je m'y suis assise par terre, et j'ai pleuré de manière bien plus intense qu'au tribunal. Marc a fini par m'envoyer une lettre de 6 pages. La majeure partie de son courrier servait à expliquer ce que la pression avait fait sur lui, à quel point nos parents m'avaient favorisé sur la fin, et comment l'humiliation l'avait poussé au désespoir. Le dernier paragraphe contenait ses seules excuses, immédiatement suivies d'une demande pour que j'explique au procureur qu'il avait agi sous le coup du chagrin. Je n'ai pas répondu. J'ai appris que le pardon pouvait être intime. Mais la réconciliation, elle, exigeait de la vérité, de la réparation, et du changement. Marc, quant à lui, cherchait toujours des mots pour faire porter la responsabilité de ses choix par quelqu'un d'autre. Le jour de l'anniversaire du verdict, je me tenais sur les marches devant la maison, tandis que des familles arrivaient pour le premier atelier de notre projet de soutien. J'avais gagné ce procès, mais cette victoire ne m'apparaissait pas comme un triomphe sur mon frère. Je la ressentais plutôt comme la fin de mon obligation de m'effacer, simplement pour qu'il se sente fort. Je pensais que je quitterais le tribunal habité par la joie. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la tristesse, du soulagement, et la certitude tranquille que j'avais, enfin, arrêté de m'abandonner moi-même. Mon frère avait tenté d'utiliser la fiducie de nos parents pour m'effacer. L'enveloppe scellée ne m'a pas apporté de vengeance en le détruisant. Elle a simplement restitué chaque choix à son véritable auteur. Ses choix sont devenus ses propres conséquences. Les miens sont devenus mon avenir. En fermant la porte ce soir-là, je me suis posé une dernière question. Choisir de tourner la page, était-ce un acte de vengeance, ou était-ce plutôt le premier geste d'amour sincère que je m'accordais à moi-même? Je connaissais déjà la réponse. Nous remercions chaleureusement chaque spectateur qui a suivi cette histoire, du début à la fin. Cette vidéo est entièrement fictive. Elle a été réalisée uniquement à des fins de récit dramatique, de réflexion éducative, et de divertissement. Nous espérons que le message final restera gravé dans vos esprits. Même après une trahison, une déception, ou une perte, vous conservez toujours le pouvoir de choisir un esprit plus serein, un cœur plus fort, et un avenir qui ne vous demande plus jamais de vous trahir vous-même. Votre histoire n'a pas à s'arrêter là où quelqu'un vous a blessé. Elle peut recommencer, partout où vous choisirez enfin de reconnaître votre propre valeur.